Bonjour et bienvenue dans ce reportage sur Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, le voleur de feu. Ce documentaire empruntera la biographie de ce poète du 19e qui marque encore les esprits du 21e siècle. Des Ardennes jusqu'en Afrique, en passant par Londres ou la Hollande, nous suivrons le parcours de ce jeune poète qui a transformé la langue et inventé une nouvelle poésie. À partir d'images fixes d'époque, mais également animées, avec des voix d'hier et d'aujourd'hui, nos reporters vont tenter d'expliquer le génie créateur d'Arthur Rimbaud. Commençons tout de suite par son enfance. Quels sont les lieux, quelles sont les personnes qui ont marqué l'enfance d'Arthur Rimbaud et dans quelle mesure celle-ci influence-t-elle son écriture poétique? Nos reporters répondent à ces questions. Arthur Rimbaud naît le 20 octobre 1854 à Charleville. Son père, Frédéric Rimbaud, est militaire et sa mère, Vitalie Cuivre, la fille de propriétaires ruraux. Arthur a un frère se nommant Frédéric Rimbaud, puis une sœur qui s'appelle Vitalie, et une autre sœur qui s'appelle Isabelle. Lors de son enfance, son père est le grand absent et sa mère incarne une attitude qu'il rejette et qu'il va chercher à fuir. L'école va lui permettre de s'éloigner de l'emprise familiale et de découvrir les plaisirs de la lecture. Malheureusement, ses parents se séparent. Arthur Rimbaud est admis au collège municipal de Charleville. Il est brillant, premier en latin et en français, et s'éveille à la poésie. Il rêve déjà d'être publié. Arthur et son frère aîné fréquentent d'abord l'Institut Ronsard, puis à partir de 1965 le collège de Charleville, où Arthur va rencontrer Ernest de La Haye, celui qui restera son plus fidèle ami. Il écrit les poèmes qui composeront les étrennes des orphelins. Georges Isambard entre comme professeur au collège d'Arthur Rimbaud. Il aura une influence libératrice sur lui. Grâce à cet enseignant, Arthur Rimbaud découvre les célébrités parnassiennes avec lesquelles il entretient une correspondance. Grâce à ce jeune enseignant, Arthur Rimbaud découvre les célébrités parnassiennes, avec lesquelles il entretient des correspondances. Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans. En mai, Rimbaud adresse ses poèmes à Théodore de Banville. À l'école, il a déjà une réputation. Le 29 août 1870, il fait sa première fugue à Paris, via Charleroi. Son billet n'étant pas valable jusqu'au bout, il est incarcéré à Mazas. Sur l'intervention d'Isambard, son professeur, il est relâché et s'en va passer une quinzaine de jours à Douai. Chez les vieilles tantes de celui-ci, les demoiselles Gindre. Le retour à la maison n'est pas très chaleureux. Le 7 octobre 1870, Arthur s'enfuit à nouveau pour la Belgique, à Charleroi, puis à Bruxelles, avant de revenir chez les demoiselles Gindre à Douai. Et le 1er novembre 1870, sa mère le fait ramener à domicile par la police. En 1870, Rimbaud séjourne à Douai chez son ancien professeur Georges Isambard. Il entreprend alors de recopier un certain nombre de ses poèmes. On trouve un premier ensemble de 19 feuillets recto-verso qui vont des réparties de Nina à Soleil et Cher, puis un deuxième livret de 6 feuilles recto recopiées après une escapade en Belgique. Il s'agit donc des premiers poèmes de Rimbaud, dont certains sont largement inspirés d'exercices scolaires. À travers ces premiers poèmes, il semble que Rimbaud cherche son style et pousse son irrépressible envie de choquer et de déranger ses lecteurs. Le 25 février 1871, il refait une fugue pour Paris, en train cette fois. Complètement fauché, il erre pendant 15 jours et finit par rentrer à pied à Charleville le 10 mars. À l'âge de 15 ans, Arthur Rimbaud avait déjà gagné plusieurs prix. Il gagnait la plupart des prix de fin d'année. Il a gagné le prix de grec, de narration latine, de vers latin. Bien sûr, tout le monde connaît les Cahiers de Douai, Ma Bohème, Le Dormeur du Val. Mais Arthur Rimbaud ne s'arrête pas là. Il va écrire d'autres recueils, Une saison en enfer, Les Illuminations, vers une poésie nouvelle, une poésie que le lecteur devra décrypter. Nos reporters se penchent sur les différents recueils d'Arthur Rimbaud. Le recueil Poésie est un recueil joint au cahier de Douai destiné à Paul Denery. Il les compose en Belgique de janvier 1870 à la mi-septembre 1871. Dans ses poèmes, il privilégie le sonnet, l'alexandrin et respecte les rimes. Il s'inspire parfois de ses propres lectures et constitue de véritables pastiches d'autres poètes comme Musset ou Hugo. Rimbaud commence à changer de style d'écriture après ses fugues et son retour à Charleville. Commence alors sa période de descente en enfer. Il rejette la famille, l'ordre social, la religion
et l'expérience du poète voyant dont il a exposé la théorie dans la lettre à Paul Denomie du 15 mai 1871. Un mois plus tard, il lui envoie une autre lettre, le priant de brûler, comme la dernière volonté d'un mort, tous les vers qu'il fut assez sot pour lui donner lors de son séjour à Douai, car il les juge dépassés. Arthur Rimbaud écrit Bateau ivre alors qu'il s'apprête à rejoindre Paris. Au long de ce recueil, on peut voir l'évolution de Rimbaud. Il passe de l'imitation d'un poète parnassien et romantique à ce qu'on peut qualifier d'une littérature nouvelle. Elle se fait par une perte de valeur, de référence et trouve une langue qui sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur. Rimbaud écrit le recueil Dernier vers au printemps 1872. Âgé alors de 17 ans, il fréquentait Paul Verlaine. Par rapport aux poèmes de 1872, ces poèmes n'ont plus les mêmes motivations. Rimbaud n'exprime plus le goût de l'action, du mouvement, de la transgression menant à l'inconnu qui, pour lui, représentait la clé d'une nouvelle poésie. Dans un ensemble de compositions, souvent réunies, Rimbaud pratique une versification de plus en plus ambitieuse, avec des enjambements à l'entrevers et à la césure. Seul lui demeure un immense détachement, comme il en témoigne dans Bannière de mai, où il écrit ces mots pleins d'abandon « À toi, nature, je me rends ». Ce n'est pas en vain s'il veut donner aux poésies qu'il compose à l'époque le titre d'étude néante. Sa conscience, à force de se dissoudre dans la beauté de l'univers, fait effectivement l'expérience de l'absence. Une saison en enfer est un recueil de poèmes en prose. C'est le seul recueil qu'Arthur Rimbaud a publié lui-même. Écrit à une période sombre de sa vie, ce recueil parle de l'échec de son expérience en tant que poète voyant, de ses souffrances proches de la folie, de ses déboires, de ses doutes, mais aussi de l'espoir qu'il garde. Période de vive querelle amoureuse entre les deux poètes, Verlaine tire 2 coups de revolver et blesse Rimbaud à l'avant-bras. Verlaine est alors emprisonné à Petit Carme pendant 2 ans et reçoit une amende de 200 francs, tant pour les coups de revolver que pour son homosexualité mal vue à l'époque. Rimbaud ne poursuit pas Verlaine et termine alors une saison en enfer dans la solitude. Il fait lire son recueil à sa mère qui lui dit qu'elle ne comprend pas. Il répondra cette phrase qui devint célèbre « J'ai dit ce que cela dit, littéralement et dans tous les sens ». Une saison en enfer sera imprimée par Pout à Bruxelles. Il donnera seulement quelques exemplaires à ses amis et brûlera ce qui lui reste. Un stock de 500 exemplaires restants sera retrouvé dans les magasins de l'imprimerie. Les Illuminations est un recueil de poèmes en prose écrit entre 1872 et 1875 et publié pour la première fois en 1886 par Paul Verlaine. C'est le 3e recueil qu'on connaît de Rimbaud après ses poésies et une saison en enfer. Les textes des Illuminations, 42 ou 44 selon les éditions, sont dans l'ensemble relativement brefs et divisés en quelques paragraphes qui rythment la prose, scandent le parcours poétique. Les poèmes longs et comportant plusieurs sections sont plus rares, tels que Enfance, Vie, Veillée ou Jeunesse. L'organisation du recueil n'est pas due à Rimbaud, mais due au critique Félix Fénéon, qui opéra un classement des feuillets épars confiés à la Vogue. L'ordre de succession des poèmes n'est donc pas en lui-même pertinent. La lecture du recueil permet toutefois de repérer des systèmes d'écho, des configurations signifiantes entre les textes. Certains dessinent un univers urbain et moderne, ville, ville 1, ville 2, ouvriers, les ponts. D'autres dans lesquels la beauté naturelle et originelle a été préservée, aube, fleurs, marines. D'autres encore nous plongent dans l'enfance et la féerie, enfance, conte, royauté. Le ton du recueil est très différent de celui d'une saison en enfer, ainsi que les thèmes abordés. Les sens de l'ouïe et l'odorat sont très présents dans les poèmes du recueil et jouent un rôle majeur dans l'analyse de son œuvre. Les Stupras est un recueil de 3 sonnets libres attribués à Rimbaud, qui sont les anciens animaux, nos fesses ne sont pas les leurs et l'idole. Ces 3 poèmes étaient seuls, mais ont été rassemblés en 1923 pour leur sujet obscène, d'où le nom Stupra qui veut dire obscénité. Un des amis de Rimbaud, Ernest de La Haye, avait reconstitué les 2 premiers textes de mémoire avant de les communiquer à Verlaine, qui les a ensuite copiés à l'intention de Charles Maurice dans une lettre du 30 octobre 1893. Rimbaud disait « Travaille à me faire voyant ». C'est une quête bouleversante qui va briser tous les codes de son époque. Il va donc se heurter à de jeunes poètes, à des poètes plus anciens. Quels sont réellement ses amis et ses ennemis? Comment vit-il aussi sa relation tumultueuse avec Verlaine? Quelle est la part de Verlaine dans l'écriture poétique de Rimbaud? Toutes ces questions, nos reporters vont tenter d'y répondre. Pour les cuisinières qui ne me connaissent pas, je me présente. Me voici. Beau garçon, jeune, poète de génie, vous avez sûrement entendu parler de moi. Je ne mérite que l'admiration, mais un bon nombre de personnes ne veulent pas l'admettre. Certains ont même eu l'affront de ne pas vouloir poser avec moi. C'est pour ça que je ne parlerai que des gens suffisamment
intelligent pour m'avoir admiré. Commençons par Georges Isambard. Nous nous sommes rencontrés en janvier 1870, Isambard étant mon professeur remplaçant de rhétorique. J'avais 17 ans. Il fut le premier à reconnaître mon incommensurable talent. Pendant l'été 1870, il m'a laissé la clé de sa chambre afin que je puisse puiser dans sa bibliothèque et trouver un refuge hors de ma mère, elle qui me disait ne pas comprendre ce que j'écrivais. Le 29 août 1870, je fus Guet-Saint-Gergent et fus conduit à la prison de Mazas. J'écrivis alors une lettre à Isambard, datée du 5 septembre, pour lui faire part de ma mésaventure et lui demander de l'aide. Isambard m'écrivit et m'envoya de l'argent. Il demanda à ce qu'on me fasse sortir pour Charleville ou pour Douai. Il fut pour moi un soutien temporaire, mais déterminant. Pour le remercier, je lui destinai en premier la lettre du voyant. Il a écrit l'ouvrage Rimbaud tel que je l'ai connu, qui est une œuvre posthume, publiée par un ami et son fils et qui reste comme un témoignage pudique de notre rencontre, dont il a toujours refusé de tirer le moindre profit ou la moindre gloire. Le brave homme. Un autre homme qui m'aida fut Paul Desmenis. Je ne sais plus trop quand je l'ai rencontré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était totalement l'inverse de moi. Sans aucun talent, il était pourtant de bons conseils. Il me conseilla d'ailleurs souvent. Entre septembre et octobre 1870, lors de mes séjours à Douai, je lui confie une liasse de 22 poèmes, à son titre, mais qui deviendront plus tard les Cahiers de Douai. À cette époque, je trouvais ça correct. Peu. Plus tard, je lui écrivis « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respectez ma volonté comme celle d'un mort. Brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » Mais il n'en fit rien, et il les vendit à Rodolphe Darzen. Il ne pouvait pas être parfait. Enfin, en reconnaissance, je lui ai envoyé ma deuxième version de mon chef-d'œuvre de la lettre du voyant. Et puis vint Verlaine. En août 1871, je lui ai envoyé quelques lettres pour me faire connaître. Je verrai que ça a plutôt bien marché. Il m'a presque aussitôt invité à le rejoindre à Paris, me payant même le voyage et l'hébergement. Ni une ni deux, je monte à Paris et je tombe amoureux. Attention, au début c'était juste littéraire. Je disais à propos de son travail, c'est fort bizarre, très drôle, mais vraiment c'est adorable. Mais ça c'était au début. Bon, ce n'était pas très pratique déjà parce qu'il attendait un enfant de sa femme, un certain Georges, né le 30 octobre 1871, et ensuite parce que cette dernière était absolument horrifiée par ma présence, comme beaucoup d'autres petites personnes d'ailleurs. Personnellement, j'étais assez fière de moi. Provoquer les gens est très très drôle. Enfin, j'ai dû aller me loger ailleurs à cause d'elle. C'est à cette période que je fais la connaissance d'Ernest Cabanner, qui m'accueillit pour quelques mois à l'hôtel des étrangers, sur demande de Verlaine. En échange de cet hébergement, je l'ai aidé en l'assistant dans son travail de barman. Il m'a appris même à jouer du piano. Et en copain sympa, il m'a écrit une chanson qui s'intitule « À Paris, que fais-tu » et m'a dédié son sonnet des 7 nombres. Pour revenir à mon histoire, on a voulu marquer le coup avec Verlaine. On s'est officiellement mis ensemble. On était toujours bourrés, jamais contents. On faisait la dispute au groupe zutiste. On était les époux infernaux. Et pendant ce temps, la Mathilde faisait les allers-retours entre ses parents et mon Paul, à cause de notre alcoolémie qui les rendait, ma foi, un peu trop violents. En tout cas, il était indécis. En 1872, c'est lui qui fait des allers-retours entre moi et Mathilde. On fait quand même une échappée en Belgique où sa femme vient le chercher avec Madame Mottet. Enfin, essaye. Un petit tour de passe-passe et hop, on repart à Londres. Mais comme on n'arrive pas à se parler autrement qu'en se criant dessus, l'idiot hésite à retrouver sa Mathilde qui a déjà entamé le divorce. Et comment j'aurais fait pour manger ? Notre histoire bordélique s'arrête finalement en juillet 1873 dans notre chambre d'hôtel en Belgique. Je me demande bien ce qui lui est passé dans la tête à ce bonhomme. D'abord, il fait le dépressif, ne veut plus rire de mes blagues et reste vautré dans l'alcool. Puis le voilà qui veut se tuer. Alors moi, je lui dis non. Et ça, Hugo me tire dessus. 2 fois en plus. Alors forcément, le lendemain, à la sortie de l'hôpital, je veux partir. Et voilà qu'il remet la main dans son manteau pour me retirer dessus. J'ai appelé la police, évidemment. Et il est parti en prison. En y réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il ne devait pas avoir toute sa tête. Et apparemment, il n'avait pas voulu me tirer dessus. C'est pour ça que j'ai voulu retirer ma plainte. Mais la police des mœurs s'était passée par là et trouvait une pratique pas catholique. La bonne blague. En tout cas, c'était fini pour nous. Car il semble que monsieur attrapa une illumination à la noix dans sa prison et le voilà obsédé par la religion. On a bien parlé un peu par lettre après. Je l'ai même revu une autre fois, en 1875. Dixit une de mes lettres. On avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de NS. Si vous comprenez. Mais il continuait de se laisser influencer par ses idées saintes de stupidité. Il a coupé les ponts sous prétexte que j'étais dévergondée. Il était temps qu'il s'en rende compte. Alors je suis partie. Et fini ma seule histoire d'amour archi connue.
J'avais dit que je ne parlerais que des gens intelligents qui m'admiraient. Mais j'ai juste envie de faire une exception pour un homme qui m'agaçait fortement et voulut compromettre ma grande et célèbre carrière. Ça, c'est Théodore de Banville. Il fut un temps où je l'adorais en tant que grand poète du Parnasse. Mais bon, son ego surdimensionné et sa prétention m'ont très vite fait changer d'avis. Il participait aussi à éditer la revue Le Parnasse contemporain, une revue dans laquelle je tentais de me faire publier. Le 24 mai 1870, je lui envoie une lettre accompagnée de 3 de mes poèmes. Ophélie, Sensation, Solaire et Chair, n'hésitant pas à mentir sur mon âge pour me donner de la crédibilité. Vous me rendriez fou de joie et d'espérance si vous vouliez, cher maître, faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens, lui dis-je dans ma lettre. Ce gourgot eut l'audace de me répondre, mais jamais ne publia mes poèmes. J'étais profondément outré. Je décidai de lui renvoyer une lettre. Un petit peu moins respectueuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous rappelez-vous d'avoir reçu de province en juin 1870 100 ou 150 hexamètres mythologiques intitulés Credo in unam? Vous fûtes assez bon pour répondre. C'est le même imbécile qui vous envoie les vers ci-dessus. Accompagné de mon poème, ce qu'on dit au poète à propos des fleurs, critiquant ouvertement la poésie de cette crapule de Banville. Voici pour l'entourage de ma merveilleuse personne. Ce reportage va à présent se tourner vers Rimbaud, le voyageur, l'homme aux semelles de vent. Il va suivre l'auteur dans ses pérégrinations sans fin. Cette partie va raconter l'épuisement d'un corps qui va aller dans des aventures rocambolesques à travers tout l'Europe, mais également en Afrique, où on va le retrouver à Aden notamment. Il dira dans une saison en enfer, je reviendrai à les membres de fer, la peau sombre et l'œil furieux. Qu'en est-il? Nos reporters se sont posé la question. Les fugues de Rimbaud. Dans certains des poèmes de Rimbaud, il fait un lien avec ce qui se passe dans sa vie, pour ses fugues notamment. Le plus connu est Au cabaret vert, où il raconte ce qui lui arrive pendant sa fugue. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines, aux cailloux des chemins, j'entrais à Charleroi. En septembre 1870, Rimbaud se convertit au patriotisme par la proclamation de la République et le siège de Paris. Rimbaud tente de s'engager dans la garde nationale de Douai aux côtés d'Isambard, mais il ne peut pas puisqu'il est trop jeune. Et le 26 septembre, Rimbaud est réclamé par sa mère et rentre à Charleville en compagnie d'Isambard. Pendant son séjour, Rimbaud recopie ses poèmes et les confie à Paul de Meny, poète et éditeur, pour qu'il les publie. Le 7 octobre 1870, Rimbaud fugue à Charleroi, en Belgique, et essaie de trouver un emploi en tant que journaliste. Il gagne Fumaille, cité ardoisière à 30 km de Charleston, et compose durant ce trajet le poème « Rêver pour l'hiver ». Le poème « Rêver pour l'hiver » adopte une disposition hétérométrique, alterne alexandrin, hexasyllabes et octosyllabes. Rimbaud a voulu ainsi traduire un désordre propre au rêve, et le baiser et la petite bête cités dans ce poème rappellent roman. Arrivé à Fumaille, Arthur est accueilli par son camarade de classe, Léon Billard. Il y dîne et il dort. L'important buffet que conserve la famille Billard encore aujourd'hui inspire notre fugueur, et il écrit et décrit le buffet. Le lendemain, Arthur part à Venise chez un ami et gagne à 10 km la terrifiante forteresse de Charles-Quint et de Vauban. Ensuite, il arrive à Charleroi en fin d'après-midi et prend ses aises à la Maison Verte, ce qui lui inspire le cabaret vert. Le 28 août 1871, Rimbaud écrit une lettre à de Meny. Il dit que sa mère le menace de l'envoyer en pension et lui demande de lui trouver un job à Paris. En septembre, Rimbaud envoie à Verlaine des poèmes. Verlaine répond chaleureusement et lui envoie de l'argent en organisant l'accueil de Rimbaud par sa famille et ses amis. Le 15 octobre, Rimbaud, qui est irritable avec Mathilde et le reste de sa famille, va se loger chez divers poètes, dont Charles Cros. Suite à la menace de séparation faite par Mathilde à Verlaine, celui-ci est obligé de demander à Rimbaud de quitter Paris pendant quelque temps, ce qui vaudra le retour de Mathilde et la reprise d'une vie commune pour Verlaine. En mars, Verlaine et Rimbaud gardent une correspondance clandestine et Rimbaud s'exile à Charleville. En mai, Rimbaud retourne discrètement à Paris.
Le 9 mai, au café du Rat Mort, Rimbaud taillade avec un canif les cuisses et les bras de Verlaine, le blessant sérieusement par simple jeu. En juin, Rimbaud menace Mathilde avec un couteau, déserte le foyer conjugal et s'en prend à Mathilde. Le 7 juillet 1872, Verlaine et Rimbaud quittent Paris sans avertir personne. Ils vont en Belgique et en passant par Arras, une de leurs nombreuses bêtises leur vaudra un petit séjour au poste de police. Le 21 juillet, Mathilde et la mère de Verlaine arrivent en Belgique et parviennent à convaincre Verlaine de partir avec elle. Mais Rimbaud le convainc de rester lorsqu'ils se retrouvent à la frontière belge. C'est à ce moment-là que Mathilde, Moutet et Verlaine Paul se séparent définitivement. Le 7 septembre, Rimbaud et Verlaine partent pour l'Angleterre. Le 10 septembre, Rimbaud rencontre Félix Régami, un ami à Verlaine. Le 7 septembre, Rimbaud et Verlaine partent pour l'Angleterre. Les deux poètes inscrivent des poèmes d'inspiration zudique sur l'album de l'artiste. Un poème zudique est un poème parodique avec l'auteur et le titre du poème parodié. Le 2 octobre, Mathilde demande la séparation en fondant son dossier sur les relations infâmes existant entre Rimbaud et Verlaine. Début décembre, Rimbaud retourne voir sa mère à Charleville et laisse Verlaine seule qui déprime et lance des appels au secours. Ses amis et sa mère arrivent à Londres pour le Nouvel An. Le 3 janvier 1873, retour de Rimbaud à Londres, ce qui entraîne le rétablissement spectaculaire de Verlaine. En avril, Verlaine retourne en France où il veut convaincre Mathilde de trouver un arrangement. Rimbaud arrive dans la ferme de Roche, là où vivent sa mère, son frère et ses sœurs. Rimbaud le qualifiant de triceton. Le 27 mai, Verlaine ainsi que Rimbaud retournent en Angleterre. Ils vivent tous deux des subventions de la mère de Verlaine et de quelques leçons de français. Ce troisième séjour londonien est marqué de disputes. Le 3 juillet 1873, Verlaine quitte précipitamment l'Angleterre pour la Belgique, pour seule cause les disputes fréquentes avec Rimbaud. Il menace Mathilde de se tuer s'il ne retourne pas à une vie commune. Quant à Rimbaud, il écrira à Verlaine « Le seul vrai mot, c'est reviens, je veux être avec toi, je t'aime ». Le 8 juillet, Rimbaud va à Bruxelles sur la demande de Verlaine. Et le 10 juillet, Verlaine, ivre, tire une balle sur Rimbaud dans l'avant-bras gauche après une violente dispute. Rimbaud dénonce Verlaine à un agent de police et celui-ci est arrêté. Le 8 août, Verlaine est condamné à 2 ans de prison. Cette violente dispute mettra fin à leur relation, ainsi qu'à leur fugue en Angleterre et en Belgique. C'est lors de cette douloureuse période, après la séparation avec Verlaine, que Rimbaud écrira Une saison en enfer. Le poète français Arthur Rimbaud semble-t-il chercher une authentique expérience au-delà de la poésie liée à la vie. Cela le poussa loin de son pays d'origine, il quitte tout et part pour l'Afrique, qui sera un passage obscur de sa vie. Il se rend donc en Éthiopie, et plus précisément à Harar, en décembre 1880. Rimbaud y fut marchand de diverses marchandises, dont des armes, ce qui l'amena à fournir un armement au roi Ménélique II. Ce dernier fut prince, Négus de Chawa, puis empereur d'Éthiopie. Il entretenait de bonnes relations avec l'Italie, tandis que son prédécesseur la combattit. Mais lors de la signature du traité de Vuchalé par Ménélique II, une guerre entre l'Éthiopie et l'Italie commença, et donc le 1er mars 1896, lors de la bataille d'Adoua, le royaume d'Italie, dirigé par le colonel Baraieri, s'attendait à affronter un peuple faible et non armé, mais ce fut bien le contraire. Mais il se trouva face à plus de 1000 hommes armés de fusils, donc l'Éthiopie resta l'une des seules terres africaines non colonisées. En 1885, Rimbaud se lance dans une affaire d'importation d'armes pour le Shoah. Il revend donc à Ménélique II des fusils qui viennent de Liège, étant plus assez modernes en Europe. Mais il se rend ensuite compte que ce trafic ne lui aura valu aucun bénéfice, simplement 21 mois de fatigue atroce. Puis, en mars 1888, Rimbaud accepte de transporter une cargaison de fusils vers le Harar, mais refuse de participer à une seconde. Il arrêtera alors la vente d'armes pour ouvrir une agence commerciale à Harar. Par la suite, il sera rapatrié en France par son état de santé se dégradant terriblement. Jusqu'à son dernier souffle, il restera obsédé à l'idée de reprendre un bateau pour Aden, afin de retrouver cette Afrique chère à son cœur. Mais quelle est donc la réelle quête de Rimbaud? Peut-être un parallèle avec son père qui avait quitté très tôt le foyer familial pour partir en guerre et en conquête, un besoin inconscient de suivre ses traces. Mais peut-être qu'en se rendant à Harar, il trouvait un endroit isolé où on ne viendrait pas le trouver.
C'est cela qui marqua donc le changement radical dans la vie de Rimbaud, qui n'appréciait plus ses activités passées et le monde intellectuel parisien. Mais selon Jacques Bienvenu, docteur des lettres et spécialiste de Rimbaud, Rimbaud était un inadapté social en Europe et il était libre en Afrique. Mais Rimbaud est un homme tourmenté, à la recherche de quelque chose qu'il ne trouva pas. Il hérita d'un surnom donné par Verlaine, l'homme aux semelles de vent. Le mythe de Rimbaud est glorifiant pour la ville de Harare, source de tourisme et plus visitée qu'auparavant, notamment par l'ouverture d'un institut Arthur Rimbaud à Djibouti. Lors de son voyage en Afrique, Rimbaud cesse d'écrire des poèmes, mais continue à écrire. Il écrit beaucoup de lettres, aux siens, à ses patrons, à des hommes avec qui il fait affaire. Il est alors à Harare, en Éthiopie. Ces lettres constituent pour certaines de véritables récits de voyage. Il rédige également Rapport sur l'Ogadine, destiné à Alfred Bardet. Il s'agit du compte-rendu détaillé de son expédition et les enseignements à en tirer en matière de commerce. Rimbaud envisage également à Harare d'écrire un livre pour la Société de géographie, mais il ne mettra jamais ce projet à jour. Il prend des notes sur ses expéditions à des fins purement matérielles et informatives, faute d'écrire des poèmes. Plus tard, du Caire, il écrit un texte relatant son voyage en Abyssinie et au Harar au directeur du journal Le Bosphore égyptien. Alain Borère ainsi dira, dans Un sieur Rimbaud se disant négociant, « L'aventure de Harar, l'interrogation qu'elle pose, a valu, et continue à valoir à Rimbaud, une grande part de l'intérêt passionné que nous lui portons. » Même sans écrire des poèmes, Rimbaud a gardé une mentalité et un style propre d'écriture qui le caractérisent. Nous connaissons à présent le parcours d'Arthur Rimbaud, les Ardennes, l'Europe, Londres bien sûr dans cette Europe, et puis l'Afrique. Mais Arthur Rimbaud, est-il réellement parti? Est-ce que son cœur, son écriture a quitté les Ardennes, a quitté la France? Deux spécialistes d'Arthur Rimbaud s'affrontent sur ce sujet. Écoutons-les. Donc, il me semble effectivement que on ne part pas et que Rimbaud n'est jamais vraiment parti. De mon côté, je reste persuadée que si tout simplement nous prenons le thème partir, il y a différentes façons de partir exactement, j'en suis persuadée. Mais physiquement, je parle de prendre le train, de fuir, de partir, de vouloir partir. Déjà, une volonté très forte de partir était présente chez lui. Et de par son nombre de fugues, je pense qu'il a réussi à partir. Mais vous voyez, moi je pense que justement son nombre de fugues témoigne d'autre chose. C'est que s'il avait réussi à partir, il aurait fait une fugue et à ce moment-là il serait parti. Sauf qu'à chaque fois, il est revenu pour repartir. Donc oui, peut-être qu'il a essayé de s'échapper de la réalité, qu'il a essayé de s'enfuir, de partir, mais je ne pense pas qu'il ait réussi parce qu'au final, toute fuite reste temporaire, toutes ces fugues sont éphémères et qu'à un moment donné, il n'a pas pu quitter pour de bon la réalité. Je ne dis pas qu'il réussissait à chaque voyage, ou alors du moins pendant l'intégralité du voyage. Je pense que ces voyages, ça lui a permis que, ne serait-ce qu'un minimum de temps, ça lui a permis de s'échapper, ne serait-ce que pour faire connaître sa poésie d'ailleurs à travers le monde. Et le fait d'écrire aussi, je pense que l'écriture l'a amené dans un autre univers. Mais vous voyez, quand vous parlez de... Je suis d'accord que peut-être qu'il arrivait à rêver avec ses écritures, avec ses poèmes, mais au final, lorsqu'il écrit, il ne part pas, puisqu'il reste dans ses pensées. Il ne peut pas fuir ses pensées, parce qu'il reste au fond de lui qui il est, et il reste dans ses pensées et dans son monde. Il ne peut pas partir de tout ça. Il restait quand même dans son monde avec ses pensées, et il ne pouvait pas partir de ça. Il ne pouvait pas. Bon, alors, je pense que si nous allons encore plus loin, dans les périodes de sa vie, disons un peu plus sombres, lorsqu'il a voulu tenter toutes ces nombreuses expériences, en utilisant le paradis artificiel par exemple, je pense que son corps qui a atteint donc des états, disons, très spéciaux, il a atteint un autre niveau, je crois, un autre niveau dans la vie, un autre niveau beaucoup plus abstrait et pas concrètement réel. Je pense que ça lui a permis d'être un autre lui-même en fait. Mais je comprends ce que vous dites, mais vous voyez, quand vous parlez de paradis artificiel par exemple, donc oui, certes, on nous dit qu'il part dans des paradis artificiels, qu'il se sert de cela pour partir,
Par exemple, dans Oraison du soir, quand il parle de 30 à 40 chopes, donc là on comprend bien qu'il est plongé dans l'alcoolisme ou dans l'alcool. Certes, mais comme vous le dites vous-même, c'est un paradis artificiel. C'est artificiel et ce mot est utilisé car ce n'est pas réel et qu'à un moment donné, il revient à la réalité, que ce paradis s'arrête et qu'il se reprend la réalité en plein visage et que au final, il se rend compte qu'il n'est pas vraiment parti. Ou alors, est-ce vraiment nécessaire de partir un tant soit peu par l'esprit, si c'est pour revenir et se reconfronter à la réalité à laquelle il a tant voulu échapper? Attention, je n'ai pas dit que sa fuite, ou ses fuites du moins, puisque c'est le cas ici, était éternelle. Pour moi, même si le côté éphémère reste constamment présent, je suis bien d'accord, on est obligé de revenir, c'est un fait. Je pense que par petite section de temps, même s'il ne serait-ce que d'un jour ou d'une nuit, il a réussi à partir et découvrir d'autres choses. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'écrire toutes ses poésies d'ailleurs. Parce que toutes ces poésies sont basées sur un thème quand même, qui est la fuite. Donc comme nous pouvons le voir dans la Bohème, qui d'ailleurs est l'exemple d'une de ses premières fuites. Il a commencé très jeune, très jeune à vouloir fuir Rimbaud. Certes, mais qu'est-ce qui selon vous l'a poussé à partir alors? Qu'est-ce qui a déclenché sa première envie de fuite et qui selon vous a donc réussi, puisqu'il a réussi à partir, du moins c'est ce que vous pensez? Eh bien, je pense que Rimbaud, dès sa naissance, il était un être à part. Je ne pense pas qu'on puisse classer Rimbaud parmi nous, êtres humains normaux, bien que chacun est unique bien sûr, mais dans sa volonté d'écrire, dans ce qu'il voulait être et de ce qu'il voulait paraître, je pense que Rimbaud est à part. Et au-dessus ou sur ce point, je vous rejoins. Sur ce point, je vous rejoins. Et oui, effectivement, Rimbaud était au-dessus. Rimbaud était un élu, c'était un poète élu, il était au-dessus. Il essayait de faire comprendre au monde quelle était la véritable façon de voir le monde. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer, nous, que Rimbaud est parti alors que nous ne pouvons même pas imaginer quelle était sa réalité? Vous voyez ce que je veux dire? Arthur Rimbaud va marquer son temps, il va le choquer. À travers sa réinvention de la poésie, mais aussi ses amours tumultueuses, Arthur Rimbaud marque le 19e. Il choque encore aujourd'hui. Arthur Rimbaud révolutionnaire, dans sa vie ou dans ses écrits, nos reporters sont partis à la quête de cette révolution, tentant de la percer à jour. Arthur Rimbaud, poète du XIXe siècle, est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands génies de la poésie française. À travers les scandales et les controverses, Rimbaud construit sa renommée dès son plus jeune âge, empli d'un esprit révolutionnaire engagé et libertaire, bien en avance sur son époque, qui lui valent même le surnom de l'homme aux semelles de vent. Ses poèmes les plus connus, tels que Le Dormeur du Val, Ma Bohème ou encore Ophélie, sont toujours étudiés en classe et trouvent encore un écho dans les cœurs des adolescents d'aujourd'hui. Emblème de la liberté et de la jeunesse contestataire, Rimbaud rêvait depuis l'âge de 13 ou 14 ans à la destruction violente de la société. Il s'y attela avec sa plume, attaquant le papier et la morale oppressante de son temps, assassinant ses partisans avec pour seules armes l'encre et les mots. Il est bien connu que Rimbaud, au cours de son œuvre, se joue des règles poétiques qu'il connaît et maîtrise parfaitement pour s'en servir à sa guise et provoquer les grands de la poésie. Déjà, dans la Bohème, le titre et le sujet s'opposent à la bourgeoisie de son époque. Il y fait des entorses aux règles du sonnet en utilisant un vocabulaire familier, des rejets et ne respecte pas l'ordre des rimes, des caractéristiques qui sont communes à beaucoup de ses poèmes. Toujours plus loin, il écrit de nombreux poèmes engagés contre le roi, dans Le Forgeron, contre la guerre avec Le Dormeur du Val et Le Mal, ainsi que contre Napoléon III, qu'il détestait, dans La Rage de César. D'abord attiré par le mouvement du beau des Parnassiens, il va, suite à leur indifférence, les défier en écrivant le poème Vénus Anadyomène. Dans la même catégorie, il écrit Sonnet du trou du cul, qui se veut clairement scandaleux. Rimbaud cherche à choquer.
Il va ensuite encore plus loin dans son écriture, en s'aventurant au-delà des limites jamais franchies par les poètes en faisant des expériences sur lui-même. Il s'abandonne aux hallucinations et sa poésie prend des tournures plus sombres et moins compréhensibles. En 1848, il prend le parti des ouvriers contre la bourgeoisie et se radicalise drastiquement, comme le montrent les poèmes de cette époque, fin de la guerre franco-prussienne. Puis la Commune de Paris, en réponse à celle-ci, qu'il n'appréciait pas, ce qui déclencha la Seconde République, plus tard balayée par Napoléon III. Tout comme Voltaire, Rimbaud est un anticlérical qui rejette violemment dans ses œuvres l'action et les devoirs de l'Église. Mais il va plus loin en affichant clairement sa dérive au nom d'une sapristi. Quant aux religions, il s'interroge sur leurs présupposés idéologiques, leurs conséquences historiques, les attitudes et les comportements qu'elles génèrent. Cette dernière d'ailleurs restera celle dont on se souvient le plus. De nombreux poèmes témoignent de cette époque, des pires et des meilleurs moments de leur relation. Voici l'histoire scandaleuse, provocatrice et hautement controversée d'un amour partagé par deux révoltés, qui, avec leurs poèmes, vont changer à la fois la vision du monde et les idées de chacun. Dans la doctrine de Rimbaud, le poète doit se connaître soi-même, chaque recoin de son âme. Ainsi, il n'a pas peur de tout expérimenter. Drogue, alcool et même relations homosexuelles. Sa liaison avec Verlaine, qui d'ailleurs est à la base expérimentale, constituant un climat d'émulation créative propice à l'inspiration pour eux deux, va vite se transformer en amour, puis en obsession pour finir par devenir une véritable psychose. Cette dernière partie va s'intéresser à l'homme ravagé par la souffrance physique et morale, qui écrit à sa famille de son lit d'hôpital de Marseille, amputé, unijambiste. Il est choyé par sa sœur Isabelle. De retour à Marseille, dans des douleurs atroces, il va trouver la mort. Mais Arthur Rimbaud, est-il réellement mort ou est-il encore vivant aujourd'hui, au XXIe siècle? Question importante que nous nous posons à présent. C'est donc à l'automne 1879 que Rimbaud arrive à Marseille fiévreux. En effet, Rimbaud était un poète voyageant beaucoup, comme le pointe Arnaud Massetti. Sa vie est une succession d'allers-retours. Comme souvent, il va donc tomber malade. Sur la route de Livourne, à Sienne plus précisément, il est victime d'une insolation et sera soigné sur place puis rapatrié à Marseille par le consulat français. Sa première rencontre avec la ville est celle d'une désolation. Cependant, lors de son voyage en Éthiopie en 1891, Rimbaud est atteint d'une tumeur cancéreuse au genou droit, aggravée par une ancienne syphilis. Le 15 mars, il ne peut plus se lever et se fait transporter à Zella sur une civière. Il s'embarque pour Aden. « Je suis devenu un squelette, je fais peur », écrit-il à sa mère le 30 avril. Le 9 mai, il se fait rapatrier et arrive le 22 mai à Marseille, où il rentre à l'hôpital de la Conception. À la fin du mois de juillet, Rimbaud en a assez de l'hôpital. Il retourne en Roche, où sa sœur Isabelle le soigne avec dévouement. Mais la maladie progresse et l'incite à revenir à Marseille, où il compte sur les bienfaits du soleil et aussi sur la possibilité d'un retour en Afrique où ses amis l'appellent. Il arrive à Marseille à la fin d'août, en compagnie d'Isabelle, qui l'assistera jusqu'à sa mort. En effet, l'amputation immédiate de la jambe s'avère nécessaire. La mère de Rimbaud accourt à Marseille le 23 mai. Le 25, l'opération a lieu. Rimbaud a désespéré. « Notre vie est une misère sans fin. Pourquoi donc existons-nous » écrit-il. La veille de sa mort, il dicte, en proie au délire, une lettre adressée au directeur des messageries maritimes. « Je suis complètement paralysé, donc je désire me retrouver de bonne heure à bord. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté. » Rimbaud meurt le 10 novembre, il est âgé de 37 ans, il sera enterré le 14 au cimetière de Charleville. Le poète aura écrit toute son œuvre entre 15 et 20 ans. Donc bonjour, je m'appelle Thomas Fontaine, je suis le réalisateur de Total Eclipse. Comme Léo Ferret, qui s'est vraiment approprié ses poèmes, j'ai étudié la vie de Rimbaud afin de la retranscrire de la façon la plus exacte possible, bien évidemment, dans mon film Total Eclipse. Il y a toujours été une source d'inspiration pour moi. De ces poèmes, je me suis ensuite intéressé à sa vie privée, sans avoir réellement de but de création précis. Durant mes recherches, j'ai trouvé son histoire plus
plus qu'intéressante vraiment, et j'ai voulu montrer le Rimbaud que peu de personnes connaissent. Ce film a été très intéressant, mais aussi très difficile à réaliser, vu le peu de documents qu'on trouve sur sa vie privée. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la relation entre Rimbaud et Verlaine. J'ai trouvé intéressant de créer l'histoire de ce film à partir des souvenirs de Verlaine, pour mieux faire passer le sentiment présent entre eux. C'est une histoire d'amour très intense qui évolue réellement vers l'extrême, j'aimerais dire. Ce film fait l'une de mes plus grandes fiertés. Avoir réussi véritablement à retranscrire l'histoire de Rimbaud est une grande satisfaction personnelle. Oui, aujourd'hui je pense que Rimbaud il existe encore, même s'il est mort depuis plusieurs siècles. Il est là dans nos âmes, et puis grâce aux auteurs qui vivent aujourd'hui, qui s'inspirent de Rimbaud pour écrire. Alors, pour ma part, je pense que Rimbaud existe toujours à travers ses écrits, puisqu'on continue à le lire et du coup, il continue à exister à travers les personnes qui le lisent ou qui l'étudient. Voilà, il existe encore grâce à ses textes. Vas-y. Pour moi, il existe toujours parce que, par ses écrits, mais aussi parce qu'il y a des films qui ont été faits sur lui, parce que je pense que Rimbaud, c'est quelqu'un, c'était un vrai génie, et donc c'est quelqu'un qui fascinera toujours et qui sera toujours un modèle pour des millions de personnes. Moi, je pense que physiquement, forcément, il est mort, mais qu'il existe toujours à travers les écrits, vu qu'on l'étudie toujours en cours tout le temps. Moi, je pense que Rimbaud, il est toujours vivant parce qu'il nous fait vivre à travers ses écrits. Pour répondre à la question, est-ce que Rimbaud aujourd'hui continue-t-il de vivre? Techniquement non, puisque il est mort et ça fait depuis des années qu'il est en décomposition, il faut le dire. Mais je pense qu'à travers la poésie moderne et à travers tous les grands auteurs du XXIe siècle et à travers tout ce qu'il a apporté à la poésie, oui, il continue de vivre en soi dans la poésie de maintenant. Merci d'avoir suivi ce reportage. Vous savez à présent tout sur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, l'homme aux semelles de vent, le voleur de feu, le voyant. À vous, à présent, d'inter sa poésie.